j'imagine. T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, on se retrouve, c'est l'été, sur Kifim, pour parler jeux de société. Je suis avec... Le Zla, salut. Il se présente tout seul, il est grand. Et moi je Et suis c'est Stéréo. Et on va vous parler donc de la sélection de l'été. Ouais, on est la dernière mission c'était mi-juin. Ouais. Donc c'est les jeux du mois de juillet slash On décale la un fin petit du mois de juin. C'est ça. On va commencer par L'actu. Un- Attends, non, on va commencer par le sommaire. un petit sommaire. J'ai préparé un petit sommaire. Donc l'émission commence à avoir son rythme. On va maintenant on parle des actus un petit peu ludiques, ce qu'on a pu voir dans le monde du jeu. Ouais, c'est une sélection qu'on fait très personnelle. On n'a pas Ouais. du tout pour objectif d'être exhaustif. Non. On vous propose un nouveau concours ce mois-ci. On va ensuite vous parler de 6 jeux. On va essayer d'être en mode plutôt très rapide, plutôt que d'habitude en focus. On va essayer. Comme d'hab, on n'y arrivera pas. Voilà, la hype, toujours, ce qu'on attend dans les prochains mois et la rentrée va être solide. Ouais, même moi j'ai plein de trucs dans la hype, c'est une honte. Voilà, et on va faire un peu d'hors-jeu comme d'habitude. C'est l'essence de Kifim, on va parler un peu séries, livres Et film. et films. Ouais. Voilà. On a les trois. On est pas mal. On est pas mal. On se lance des fleurs. Ouais. Alors, on commence Avec l'actu. par l'actu. Alors, Tu veux que je commence qu'as-tu noté dans l'actu? Donc dans l'actu déjà, il y a eu quand même un des événements du monde du jeu qui est le Spiel des Jahres, qui est le prix référence dans le monde du jeu. C'est un prix allemand, mais qui maintenant a une renommée internationale, qui a été délivré c'est mi-juillet, là, le 16-17 juillet. Et donc ils ont 3 catégories. Ils ont la catégorie enfant, qui est le Kinderspiel, le prix connaisseur, initié, expert. Bon, il y a plusieurs mots traduction, qui est le Kinderspiel et le Spiel des Jahres. Donc dans la catégorie enfant, juste pour le citer, donc celui qui a gagné c'est Mysterium Kids, qui est une version du coup Kids du célèbre jeu Mysterium, qui est un petit jeu d'enquête. Donc là ils ont repris un peu quelques mécaniques où on va devoir faire, quelqu'un va incarner le fantôme à tour de rôle je crois, et on va devoir avec un petit tambourin donner des indices pour retrouver le trésor dans le manoir. Voilà, pour une petite histoire. Dans la catégorie Kennerspiel, alors là du coup c'est double récompense pour ce jeu, on en a déjà parlé plein de fois. Il a eu l'As d'or, il est juste là, si on le voit dans la caméra. C'est Challenger qui du coup a eu le prix du Kennerspiel des Jahres, qui est quand même là, ça fait double tout prix pour raflé. lui. Là, ça en fait, je pense, un jeu qui devient un peu essentiel. Donc pour le rappeler, c'est un petit jeu de tournoi, un petit jeu de bataille, deck building. On va améliorer son jeu de cartes au fur et à mesure. Et du coup, on va pouvoir s'affronter. En fait, ils ont créé un système de tournoi, donc ça prend un peu de temps quand même. Et puis on va s'affronter les uns les autres avec son jeu de cartes qui s'améliore un peu à la bataille. Voilà. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas si petit que ça au final, puisque Non, parce que le temps que tu fasses un tournoi, si t'es vite, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Mais c'est largement mérité. Ouais, donc double récompense. Et le Spiel des Jahres, qui est donc le prix. Il y avait Next Station London, qui est un roll and ride qui a bien marché. Il y avait également Fun Fact, dont on a parlé, je crois que c'est le mois dernier, qui est un jeu d'ambiance qui permet de Que discuter. bien, mais et qui tout. méritait pas le prix. Non, voilà, mais ça permet de... C'est un jeu qui lance des discussions. Et donc celui qui a eu le prix, c'est Dorf Romantique. Dorf Romantique. Alors, il n'est pas sorti en France, Mais on en reparlera. mais on en reparlera parce il a été décalé, du coup il sort début septembre en France. Mais du coup il est déjà sorti dans d'autres pays, donc c'est pour ça qu'il a eu le prix, qui est issu d'un petit jeu vidéo, et c'est un jeu coopératif. On va mettre des tuiles, on va avoir des missions, et on va devoir discuter pour agencer ces tuiles et pour essayer de respecter les missions, et à ce qui paraît c'est assez addictif. Donc on a hâte de le tester et d'hâte que sa sortie arrive. Il est déjà en rupture sur la préco. Bah là avec le prix qu'il vient d'avoir, en plus déjà il était très attendu, là avec le prix, les prix quand même ça aide, en général ça leur fait une visibilité quand même aux différents prix. Et voilà, si vous voulez retrouver un peu la sélection, les autres nominés, etc., on a fait un article sur le site de Kifim que vous retrouvez. Très bien. J'en profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints dans le chat. Oui. Mob 101, qu'on a déjà vu Salut. plusieurs fois, et je suis Didi, habitué. Ok, moi j'ai noté quelques actus aussi. Si j'arrive à accéder à mes notes. J'ai noté donc quelques actus. Une nouvelle maison d'édition qui sort, dont tout le monde parle parce qu'elle est fondée par Antoine Boza, donc, qui est l'auteur notamment de Seven Wonders et moult Takenoko. autres jeux. Et Thomas Provost, qui lui est le fondateur déjà de RepoProd. D'accord. Et du coup, il crée une nouvelle maison d'édition qui veulent vraiment sur des jeux très travaillés, très approfondis, avec pas beaucoup de jeux à l'année. Donc voilà, ils ont déjà annoncé 2 jeux, un qui s'appelle Captain Flip de Paolo Mori. Ah, Paolo Mori, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Et un jeu qui pour l'instant n'a pas de nom, qui sera un jeu initié,
de Grégory Gras, je sais plus si c'est Garde ou Grade, dont on reparlera tout à l'heure aussi parce que c'est l'auteur de Darwin. D'accord. Voilà. Et Mathieu Roussel, c'est l'auteur de Awin Bawe. Ok, ouais, bah, je sens que je vais aimer ce qu'ils vont faire. Ouais, bah a priori c'est le but quoi. Et au niveau des jeux annoncés, j'ai repéré juste 2 petits trucs. C'est vrai que c'est assez calme en termes d'annonces. Ah, c'est l'été, donc c'est vrai Ouais. qu'en général c'est un peu plus Tous calme. les jeux ont déjà été annoncés. Donc j'ai repéré parmi d'autres, hein, ce qui moi j'ai trouvé notable, Flamme Rouge Kids, Ah ouais? qui sera un Flamme Rouge BMX, qui est annoncé. Alors vu le succès de Flamme Rouge, on peut penser que ça peut être pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de course, donc on va avoir des cartes et on va devoir se déplacer plus vite que les autres pour gagner. Et a été annoncé un King Domino sans domino, Ok. de Bruno, toujours de Bruno Catala et Johan Servet, et ça s'appellera Moonriver. Ah oui, c'est j'avais entendu Et ça parler. sort en septembre. Ça a l'air bien. Voilà. Ça sort en septembre, ouais. ok. Et voilà J'apprends des choses aussi en même temps. ce que moi j'avais noté dans l'actu. Bah, il y a Sea Salt and Pepper, la mini-extension. mini-extension. Alors moi, c'était mon jeu de l'année, donc l'année dernière. Donc Sea Salt and Pepper, c'est une mini-extension qui là a été annoncée, et là elle sort vraiment du coup pour septembre-octobre pour la rentrée. Ouais. Bon, et petite actu, moi j'aime bien, je veux teaser un peu. Ouais. Il y aura, on travaille sur les formats vidéo qui filment. Donc ce format d'émission que vous voyez ne va pas disparaître. Non. Mais non, d'ailleurs, il va pas évoluer non plus. Il va être complété. Voilà, Mais complet. ce sera en septembre. Voilà, on dira Et, tout. ouais, on des fera- nouvelles choses pour qu'ils filment. Ouais, on a plein de. Là, pour le coup, on a des choses intéressantes. Ouais. On travaille sur des trucs vraiment pas mal. On a de la chance. Donc ouais. non, c'est- Gros teasing. On verra. Peut-être on vous dira tout en fin août. Ouais, bah, au prochain live, on Au pourra prochain pourra live, dire on en plus de saura, choses. on teasera encore plus. Mm. On part sur les jeux, nos focus, les Ouais. jeux qu'on présente ce mois-ci. Je crois que c'est moi qui commence. Non, c'est moi. C'est toi qui commence. Bah, en fait, on va D'accord. pas d'abord parler du concours, comme maintenant chaque mois. Vas-y, bah, j'ai spoilé. C'est pas grave. On propose un concours comme chaque mois. Ce mois-ci, on va vous proposer de gagner Tell Me More, et c'est pour ça que je vais l'expliquer juste après. Mais voilà, donc nouveau concours, comme d'habitude, sous la vidéo qui sortira sur YouTube en replay bientôt. Ouais, Voilà. j'essaierai de la mettre. Là, on enregistre, on est jeudi, j'essaierai de la mettre dès demain, parce qu'après, je pars en vacances. Et ben attention, dès demain, vous pourrez donc commenter la vidéo, et du coup, ça vous fera la participation pour essayer de gagner le jeu Tell Me More. Ok, très bien. Alors, parle-nous de Tell Me More. Tell Me More. Ce petit jeu, donc petite boîte, petit format. Donc c'est un jeu donc édité par Synapse Games et Life. Il y en a 2, mais je sais pas trop la dépendance des deux. D'accord. L'auteur c'est Alain Rivolet et Valérie Fourcade, qui qui est une réédition en fait d'un précédent jeu que lui avait créé. Qui alors je n'ai plus, alors le nom je l'ai plus en tête, je l'ai noté. Qui est une édition, c'est À l'heure du crime, où étiez-vous? Donc c'est à peu près le même principe. Donc je vais expliquer ce que c'est. Donc ça se joue de 3 à 8. J'ai vu juste pour faire une partie test à 2. C'est jouable à 2. Bon, c'est pas son plus grand intérêt, mais c'est quand même jouable. Ils disent 10 ans et plus. Je pense que vous pouvez aller plus bas. En fait, il y a plusieurs thèmes. Donc, en fait, suivant le thème, vous pouvez même aller plus bas. Et 10 minutes, bah pareil, c'est plus court, en fait, parce que ça va dépendre un peu de la table. Et Comment le ça joueur marche? aussi, peut-être. Ouais, bah pas forcément, parce qu'en fait, bon, comment ça marche? Donc, le but, on va avoir plusieurs thèmes. Il y en a déjà, je sais plus combien dans la boîte. Oups. Alors, il y en a 50. Donc voilà, 50. On en tire un au sort. Donc, pour vous montrer en direct, il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez jouer. Donc, si vous êtes dans le train, vous êtes 4-5 dans le train, ou même à 3, ça commence à se jouer. Vous ne pouvez pas avoir du matériel, bah vous prenez ça, ça vous fait passer le temps, la discussion dans le train. Donc par exemple, je prends le premier thème, c'est celui qui a beaucoup été un peu utilisé déjà, donc pas de spoil. Donc on a une situation. Cette situation, elle est expliquée par un joueur qui va la lire. Il y a des mots-clés qui sont indiqués pour vous aider. Et une fois que la situation est indiquée, là tous les joueurs ont 2 minutes, donc il y a un chronomètre, donc 2 minutes pour essayer de créer une histoire autour de cette situation. Chacun va amener des précisions sur l'histoire, etc., en fonction des mots-clés. Parce qu'une fois les 2 minutes passées, si on retourne la carte, donc là par exemple, si on retourne la carte, tac, 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 donc il y a le texte, les mots-clés. Une fois qu'on retourne la carte, en fait, il y a des questions. Il va falloir répondre aux questions. Donc par exemple, je vous lis le thème, c'est l'île. Pour cette situation, échoué par accident sur une île déserte. Nous avons réussi à survivre malgré les dangers de l'île, quand enfin, au bout d'une semaine, un bateau arrive. Et les mots-clés sont naufrage, faim, menace et création.
Et là, donc chacun, il va de sa créativité, d'écoute, parce qu'il faut aussi écouter les autres, pour savoir ce qui a déjà été dit, ça, se rappeler en fait des détails de l'histoire. Et en fait, voilà, ça va amener, chacun va rebondir sur la précision ou la situation cocasse que va engendrer un des joueurs. Et une fois les 2 minutes passées, on s'arrête, il faut essayer de se souvenir, parce que du coup, on retourne la carte, et là, on pose des questions. Donc, je vais juste citer la première question, par exemple. Quel était le nom du bateau avec lequel nous nous sommes échoués? Et là, du coup, tout le monde se regarde, personne parle. Et tous ensemble, on donne une réponse. Et il faut que le plus de joueurs aient donné la même réponse. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et donc, c'est plein de petites situations. Donc, comme je dis, 2 minutes. Et ensuite, les 2 minutes, on répond aux questions. Donc, je pense que ça peut vraiment aller moins de 10 minutes sur certains thèmes. Vous pouvez jouer avec des enfants, voilà, parce que c'est juste de la discussion. Donc, je vois pas à quoi ça gêne à partir de 7-8 ans, même sur des petites situations sympas. Et donc ça fait passer le temps, c'est agréable à jouer. Il faut quand même arriver à discuter, donc s'il y a personne qui échange, qui parle, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas d'histoire, vous ne pouvez pas répondre aux questions. donc il faut un peu de volonté de chacun d'y mettre un peu du sien. Mais voilà, mais je pense que l'atout, c'est hyper accessible, que ça amène de la créativité, parce qu'il faut essayer d'inventer une histoire, et de l'écoute, parce qu'on doit tous répondre la même réponse à la fin. Donc il faut s'écouter aussi, donc c'est vraiment un petit jeu coopératif, petit jeu d'ambiance assez sympa pour l'été. Un jeu pour l'été, pour dans la voiture ou dans le train. Ouais, voilà. Pour les voyages. Donc, d'accord. Voilà pour ce petit jeu, et donc, pour rappel, vous pouvez le gagner en mettant un commentaire sous la vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comme je dis, moi c'est agréable à jouer. Je pense que à 2, c'est pas intéressant. Les situations, elles peuvent se rejouer, mais avec d'autres joueurs, parce que ça sera pas la même histoire, mais vous connaissez peut-être les questions, donc vous allez orienter forcément. Ah ouais. Donc les 50 situations, après je pense que quand on y revient, on oublie vite, honnêtement, quand on a lu les questions, je pense que 3 mois plus tard, je suis pas sûre qu'on s'en rappelle, donc il est rejouable, puis il y a quand même 50 situations, mais voilà, après il y a des situations, plus ou moins, on en avait une, il y a des thèmes qui vont moins parler que d'autres, donc, mais voilà, je trouve que vraiment ce petit jeu de voyage qui permet de discuter sans règles, donc c'est un jeu, mais sans impression de devoir réfléchir, de jouer, c'est plutôt un petit jeu d'ambiance. Moi, je me dis, j'ai 3 heures de route là après-demain. Pourquoi pas. Peut-être ça marcherait dans la voiture, surtout que j'ai pas eu l'occasion de le tester, ouais. Donc j'ai pas d'avis à donner. Je suis pas très hypé, j'avoue, mais tout d'un coup, la façon dont tu le présentes, je me dis, ouais, dans la voiture avec les enfants, ça peut être rigolo. Ouais. C'est peut-être une piste pour le tester. C'est ça. Donc voilà, c'était Tell Me More. Très bien. J'en profite pour saluer Gronulf. Ah, Gronulf qui vient souvent nous voir. Qui vient d'arriver. Salut Gronulf. À moi? Oui. Très bien. Je vais vous parler de Archaeos Society. Ouais, Society. Society. Mal, ouais. C'est un jeu de collection de cartes, on va dire. Ils mettent aussi place de marché, avec une rivière de cartes. C'est un jeu de Paolo Mori, encore lui. Ouais, un auteur que j'aime beaucoup, moi. Et c'est l'auteur notamment de Libertalia, qu'on n'a toujours pas eu l'occasion de tester. Un jour, il faudra qu'on le teste. C'est l'auteur de Blitzkrieg également. J'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est illustré par John McCambridge, qui est l'illustrateur notamment de Time Stories. Quelques autres petits jeux, mais plus anecdotiques, on va dire. C'est édité par les Space Cowboys et c'est distribué par Asmodée, qui nous l'a envoyé. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Je peux prendre la boîte quand même si vous l'avez en bas. C'est une réédition pour ceux qui connaissent d'un jeu qui s'appelait Ethnos. Moi que je connais pas, que j'ai pas pu tester, mais voilà, pour ceux qui auraient pu. Je peux mettre la boîte derrière la boîte. En tout cas, voilà, si on a qu'on testé, voilà, c'est donc, voilà. Une réédition. Donc de 2 à 6 joueurs pour des parties de 60 minutes et 12 ans et plus. Bon, j'ai joué avec mes filles qui ont 9 ans et demi, presque 10. C'était un poil difficile au début, mais ça s'est quand même bien passé. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans Archaeos Society? On va préparer pour la partie thématique, on va préparer des expéditions d'archéologie. Et c'est tout. C'est un peu plaqué comme thème. Et on choisit une équipe. Ouais, c'est vraiment pas très important. Comment on joue? Donc à son tour de jeu, on a 2 actions possibles, qui est soit piocher une carte dans la rivière de cartes, ou une au hasard, soit jouer une expédition. Une expédition va être constituée de plusieurs personnages qui sont soit tous du même métier, soit tous de la même couleur. Et à cette expédition-là, on va donner
On va donner un chef, c'est tout simplement la première carte de l'expédition, et on va activer le pouvoir de ce chef-là. Donc voilà. Si vous jouez une expédition d'une couleur donnée, il y a des pistes d'expédition qui correspondent à la couleur que vous avez jouée, qui sont toutes plus ou moins exponentielles, et sur laquelle Il y a une vidéo du coup vous allez progresser. Oui, tout à fait. Je peux mettre la vidéo ici. Je sais pas si on les voit là, les pistes. Non, c'est un peu petit. Peut-être ouvre la boîte discrètement, et après je peux te mettre la webcam. Comment... Donc voilà, soit vous jouez une couleur pour progresser sur des pistes de score propres à chaque couleur qui ont un scoring en général plutôt exponentiel. Ou alors, si vous jouez plusieurs personnages similaires d'un coup, vous allez pouvoir marquer des points. Plus votre expédition est grosse, et plus elle va vous rapporter des points en fin de partie. Alors, je mets la webcam, 30 secondes. Voilà, ça, c'est une piste... donc c'est pour la couleur rose. Et donc on voit au début ça fait 2 points, 4 points, 6 points, 8 points, 11 points, 14 points. Donc plus vous avancez, plus vous avez de points sur la piste. Donc vous avez intérêt à vous concentrer sur une couleur donnée. Il faut faire des expéditions plus grandes. Donc là il faut une expédition de 3 pour pouvoir avancer sur la piste. C'est de plus en plus dur. Au début il faut des petites expéditions et à la fin il faut des expéditions de plus en plus grosses. Et les pistes sont recto verso parce qu'il y a une sorte de mode avancé un petit peu suivant certains scénarios. Que je n'ai même pas essayé. Honte à moi. Donc voilà pour le jeu. Donc comment on gagne? Donc, tout simplement on gagne celui qui a le plus de points à la fin, et puis on va essayer de faire des expéditions les plus grosses possibles, mais si on joue les pistes de couleurs au début, on est obligé de faire des petites aussi. Donc voilà, on essaye un petit peu de déterminer sa stratégie entre taille des expéditions. On peut essayer de jouer plusieurs fois le même personnage aussi pour essayer de vraiment faire des grosses expéditions et marquer plein de points d'un coup. Je veux bien que tu montres l'insert du jeu aussi qui est sympa. Là, on va montrer sur la grande peut-être. Un petit peu comment... Hop là, attends. On va essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Donc voilà, où toutes les... Sur un jeu de cartes, je crois que c'est 6. Vous avez besoin de que 6 paquets de cartes. 6 personnages à chaque... Ouais, 6 personnages différents, partie. et il y en a une dizaine. Donc toutes vos parties n'auront pas forcément les mêmes personnages. 12 pour être exact. À ce niveau-là, c'est assez honnête. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de mon côté? En fait, je n'avais pas trop entendu parler du jeu en amont, donc au début, j'étais pas plus saisi que ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la règle, et même la première partie qu'on a fait, on a trouvé la règle un petit peu imbitable, pas forcément facile à prendre en main. C'est vrai. Et alors que c'est simple, en fait. Ouais, alors qu'en fait c'est hyper simple. Alors par contre, une fois que vous savez jouer et que vous expliquez le jeu à quelqu'un, ça va très vite. C'est très très simple. Et c'est un jeu, ce qui nous a surtout marqué, il a fait cet effet-là à tous les gens avec qui j'ai joué, c'est qu'on finit la partie et on a envie de rejouer. Et vraiment, alors, moi, ce que je dis, hein, j'étais pas hypé, j'ai eu du mal à me mettre dans la règle. Donc la première partie, elle a été un peu laborieuse, mais quand on l'a terminée, on s'est dit, oh mais franchement, j'ai hâte de rejouer, j'ai hâte de voir si je peux faire mieux. J'ai hâte de tester des nouveaux persos. Donc au final, j'ai vachement apprécié ma partie. Pardon, je bafouille. Je bafouille. 2 petites choses quand même à savoir sur Archaeos Society, hormis le fait qu'il est très bien. Il vous faudra une très grande table pour jouer. Nous on joue sur la table souvent qui est en dessous, là que vous voyez pas aujourd'hui, et c'est une assez grande table et elle est limite. Ouais. Elle est limite, il faut vraiment beaucoup d'espace. Le jeu se déroule, si vous êtes 2 ou 3, en 2 manches. Donc à chaque manche vous enlevez toutes les cartes et vous recommencez, mais en fin de manche il y a un scoring intermédiaire. Ouais, il y a un scoring intermédiaire, mais il y a beaucoup de cartes sur la table. Donc voilà, et moi je ferai une petite recommandation personnelle sur le jeu. Ce que je disais, si vous êtes 2 ou 3 joueurs, c'est 2 manches. Si vous êtes 4 joueurs ou plus, c'est 3 manches. Si vous jouez à 2, moi je vous conseillerais de ne faire qu'une manche en fait, tout simplement. Je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. D'accord, parce que c'est trop rapide en fait. Si tu fais qu'une manche, en fait, tu peux pas rattraper l'autre. L'autre peut pas rattraper s'il a eu les bonnes cartes, parce que ça reste un jeu de pioche. Et, et une manche c'est rapide. Et du coup, si on fait pas une deuxième manche, tu peux vite prendre le large et puis tant pis quoi. Il avait qu'à jouer bien dès le début. Oui, mais des fois, ça reste un jeu, moi je trouve, de pioche, et un peu, si t'as la bonne carte qui tombe, boum, tu lances ton expédition, tu fais plein de points. Si les cartes tombent pas, parce que la pioche fait qu'elle tombe pas quand tu veux. Nous, à 2, on le trouve, pour le coup, on le trouve trop long en 2 manches. C'est une question de durée de jeu, surtout. Je le trouve plus incisif, du coup, en une manche. Bon, après, voilà, essayez-le, faites-vous votre avis. Si vous y avez joué, dites-le nous. Si vous trouvez peut-être trop long à 2 joueurs. Nous, c'était le petit reproche que j'avais à lui faire, et on le résout en ne faisant qu'une manche à 2 joueurs.
J'aurais pas de problème à le sortir demain à 2, mais j'aurais dès le début, j'annoncerai la couleur, quoi. D'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est bien édité, c'est bien illustré. Bon, le thème est plaqué, mais comme plein d'autres jeux. Et on a vraiment envie d'y rejouer. Donc je vous le conseille fortement. Bah, du coup, pour mon avis, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Moi, justement, j'avais été hypée. Pareil, première manche, laborieuse, parce que je savais pas si j'avais pouvais activer les pouvoirs du chef, s'il fallait choisir ou quoi. Enfin, j'étais pas sûre de ce que je faisais la première manche. Donc la première manche, on a mis très longtemps et tout. On a fait la deuxième manche, et là, c'était fluide. Et après, j'ai fait une autre partie. Moi, j'ai joué qu'à 2 joueurs. Et... 2 joueurs, pour moi, c'est tellement rapide. Une fois qu'on sait jouer, c'est soit on joue, soit on pose une expédition. Soit on pioche, soit on pose une expédition. Ça va très vite. Donc 2 manches, ça se joue très vite. Et ça permet de... Quand on fait le décompte intermédiaire, on enlève toutes les cartes. Ça permet de redonner une chance à l'autre joueur, en fait, parce qu'une autre pioche arrive. Il y a une bonne rejouabilité parce que il y a beaucoup de pouvoir. Moi, j'ai fait que pour l'instant des parties de démarrage. Donc finalement, avant d'épuiser le jeu, puis je pense que certains personnages apportent d'autres mécaniques, d'autres façons de jouer. Donc, il y a des personnages qui apportent d'autres plateaux, qui ont besoin d'encore plus de place sur la table. Et puis après, comme il y a un peu des modes avancés, du coup, certains personnages, là, quand on avance sur les pistes, vont déclencher des petites actions, des petits pouvoirs. Et non, franchement, c'est un jeu qui est facile à jouer une fois qu'on connaît, facile à sortir. Et par contre, ouais, clairement, il prend beaucoup de place. Au départ, c'est pour ça qu'on s'est posé la question. On se dit, mais on est sûr de bien jouer parce que là, on posait des expéditions. 1, 2, 3. Et on se disait, mais c'est pas... il y a un problème. Surtout qu'ils recommandent que toutes les cartes des expéditions soient visibles. Alors, ça prend vraiment beaucoup de place. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est pareil. Je dirais jamais non à une partie. Franchement, c'est vraiment agréable à jouer et hâte de tester d'autres persos. Ouais, le seul problème pour l'instant que j'ai eu, c'est ça, c'est comme tu dis, hâte de tester d'autres persos et l'autre mode de jeu, parce que vu que moi, à chaque fois que j'ai joué, j'ai fait découvrir à des gens, on a toujours pris, c'est le problème des jeux qui ont 2 modes, on a toujours pris le mode simple et du coup, on n'a pas testé le mode avancé. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment sympa. Tout à fait. À ton tour. À moi, je range du coup. Je ne sais plus où j'ai pris les cartes. Tac. Ce monstre a coupé au montage. Hop. Alors, Coupé. suivant. Alors, tu nous parles de... Non, pas de... Je parle d'un classique, enfin d'un futur classique, un presque classique, un quoi? Oui, un classique renouvelé. Donc, c'est Splendor Duel. Splendor Duel qui est donc une version 2 joueurs du célèbre Splendor, qui est devenu du coup une référence dans le monde du jeu. Donc l'auteur c'est toujours Marc-André, qui donc avait déjà fait Splendor, qui a été du coup épaulé de Bruno Catala, qu'on ne cite plus non plus, du coup le plus grand auteur, l'un des plus grands auteurs français, qui a fait Sea Salt and Pepper notamment avec Théo Rivière, qui a fait Seven Wonders Duel, qui est assez adepte des jeux, des versions 2 joueurs. Il a fait aussi une version 2 joueurs, j'ai perdu le nom, zut, bon tant pis, ça me reviendra plus tard. Il a fait Vélonimo, enfin voilà, donc voilà, c'est un très gros auteur du monde du jeu, et notamment sur des versions 2 joueurs. Donc il a fait cette version 2 joueurs avec Marc-André, c'est illustré par Davide, j'ai noté, Tosello. Donc comme je dis, c'est une version 2 joueurs pour 10 ans et plus, édité par les Space Cowboys, distribué par Asmodée, qui nous l'a du coup gentiment transmis pour le tester. Donc pareil, la thématique elle est un peu Splendor, accessoire, on est à la tête d'une guilde marchande et notre but ça va être de nous enrichir et d'être le meilleur commerçant de la ville. On se fichait déjà de la thématique dans Splendor normal. Voilà, donc pour devenir le plus prestigieux commerçant du royaume, pour dire les choses. Comment ça marche cette petite chose? Donc on va récolter des jetons pour acheter des cartes. Les cartes sont sur 3 niveaux, des cartes plus accessibles. Et on a sur 3 niveaux. Et en fait ces cartes qu'on va acheter au départ, elles vont avoir un rubis par exemple. On va dépenser des ressources pour acheter. Et une fois qu'on a eu cette carte, elle nous sert 2 pièces. Donc c'est-à-dire si on a acheté une carte qui a un rubis, et ben ensuite on a déjà un rubis, donc pour acheter des cartes plus grandes. En fait c'est elle fournit des ressources, quoi. Un jeu un peu à moteur on va dire, donc on va pouvoir, une fois qu'on achète nos premières cartes, elles vont nous servir pour acheter des plus grosses cartes. Donc on va développer son moteur. Je vais parler peut-être plutôt des différences du coup avec le Splendor classique. Donc déjà il est un peu plus, vu que c'est une version duel, il est un peu plus interactif. C'est-à-dire que Splendor, on joue un peu dans son coin, on va acheter ses cartes, on va pouvoir réserver ses cartes. Là on va être un peu plus, on va regarder un peu plus ce que l'autre fait. On va avoir des petits parchemins qui vont être utiles, qui vont nous apporter une action. Et en fait, le plateau, c'est un petit plateau carré, je ne sais pas si on le voit
Je peux l'ouvrir. Ouais. Et du coup, en fait, c'est en colimaçon un petit peu. Et du coup, on va récupérer des jetons. Et une fois qu'il n'y en a plus, le joueur qui décide de remettre, parce qu'en fait, elles sont dans un sac, et on ne les remet pas tant qu'il n'y a pas un joueur qui a décidé de fournir le plateau. Et dans ce cas-là, ça permet, l'autre joueur va gagner un parchemin. Et ce parchemin, c'est quand même assez utile. Elle nous permet de choisir un jeton au début de son tour sur le plateau. Et ça, c'est quand même assez... c'est une action quand même qui est secondaire, mais qui des fois est très utile pour avoir le jeton de la couleur qu'on veut. Donc toujours à son tour de jeu, 3 actions. On va prendre des jetons sur le plateau, qui sont adjacents, soit en diagonale, soit 3 alignés en tout cas. On va pouvoir acheter une carte ou réserver une carte. Quand on réserve une carte, on prend un jeton. Donc ça, c'est un peu les mêmes principes que le Splendor classique. Là, il y a 3 façons de gagner. Donc il y a un nouveau système qui sont les couronnes. Donc certaines cartes vont avoir des couronnes. Donc le premier joueur à atteindre 10 couronnes sur ces cartes va pouvoir gagner la partie. Donc ça, c'est pareil. Donc là, c'est un peu la course. Donc si on voit qu'il y en a un qui va sur les couronnes, on va essayer du coup s'y mettre pour pas qu'il les ait les 10. Donc c'est là où on peut un peu contrer. Le premier qui a 20 points de victoire va gagner la partie. Et la troisième condition de victoire, c'est d'avoir 10 points dans une couleur. C'est-à-dire que on va se cibler sur une couleur. Et du coup, si on arrive à faire 10 points dans cette couleur, on va pouvoir gagner. Donc ça pareil, ça c'est un peu se contrer. Si on voit que la personne elle prend que des rouges, on va se dire tant pis, je vais prendre les rouges aussi pour pas que la personne puisse faire ses 10 points. Les petites subtilités, c'est que certaines cartes ont des petits pouvoirs. Ça, il n'y avait pas dans le Splendor classique. Les petits pouvoirs, ça va être soit de pouvoir rejouer immédiatement, soit ça va être de pouvoir piquer un jeton à l'adversaire, soit ça va être de pouvoir mettre la carte dans la couleur qu'on veut, etc. Il n'y a plus les nobles, comme il y avait avant. La seule chose, ce qui est un peu remplacé par les nobles, c'est que dès que quelqu'un a 3 couronnes, il va gagner un petit personnage qui donne un pouvoir supplémentaire, avec 2 points, qui vont pas dans une couleur cette fois, mais dans les 20 points classiques. Donc voilà un petit peu pour les petites différences. Alors moi, Splendor, j'avais du mal. J'ai du mal avec Splendor, j'ai du mal à... Je suis toujours frustrée des parties, j'ai l'impression de jamais bien jouer. Et en fait, je lui préfère cette version. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime bien les jeux... c'est de l'interaction pas méchante aussi, donc c'est pour ça. Mais je le trouve plus intéressant à jouer, avec les conditions de victoire qui sont un peu plus importantes, où il y en a un peu plus, etc. Donc moi, finalement, je lui préfère cette version. Ça reste du Splendor, hein. Donc en général, si vous aimez Splendor, vous aimerez Splendor Duel, mais si vous n'aimez pas Splendor, vous pourrez peut-être aimer Splendor Duel. Qu'est-ce que je peux dire ? Je crois que j'ai tout dit, hein. Donc pour moi, c'est vraiment le petit jeu à 2, qui a fait déjà quand même bien parler de lui, mais dans la lignée d'un Seven Wonders Duel, un Splendor Duel, et ça marche, quoi. Alors, moi j'aime beaucoup aimer Seven Wonders Duel. Ouais, mais c'est pas les mêmes jeux, oui, Ouais. on n'est pas du tout dans le même jeu. Splendor m'avait laissé relativement indifférent. Et j'ai pas du tout aimé Splendor Duel. Enfin, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment souffert ma partie, quoi. Moi, je souffrais dans Splendor classique, je souffrais. Là, je sais pas, je Il y avait rien qui collait. Tu fais une stratégie, elle marche pas, faut lancer une autre, mais tu sais pas quoi faire. Donc en fait, j'ai eu l'impression de faire des trucs au pif toute la partie. Et d'être là en disant je vais faire ça. Bon, ça marche pas, ça marche pas non plus. Bon, en fait, t'es toujours obligé de te renouveler. C'est-à-dire que tu te mets sur les verts, puis finalement, il n'y a plus de carte verte qui sort. Donc il faut partir sur autre chose. On est obligé quand même de se renouveler dans sa stratégie à chaque fois, finalement. Ouais, mais sauf que se renouveler, d'accord, il y a des jeux où tu sais que tu dois te renouveler et tu sais que tu changes de stratégie. Alors déjà, changer de stratégie une fois dans un jeu, pourquoi pas. Mais là, changer en permanence, surtout que tu n'as aucune idée de finalement, ok, cette stratégie-là, elle marche pas. Mais tu n'en décèles pas une autre qui va marcher mieux. Ça reste, celle-là marche pas, donc je vais tenter un autre truc. Ah ça marche pas non plus parce que j'ai pas de chance. Voilà. Donc moi, j'avoue que j'ai pas assez joué, mais j'ai souffert sur toute la partie. Et voilà, je suis sorti complètement frustré en mode, il n'y a pas un moment où je me suis amusé, en fait. Donc, assez, en tout cas. Mais voilà, bon, après, je suis pas un joueur de Splendor, je suis pas un joueur de jeu à 2. Donc je partais d'un peu loin, mais moi j'ai souffert pendant la partie, quoi. Mais si vous cherchez un petit jeu à 2, si c'est votre truc et tout, cette version duel elle est vraiment plutôt sympa. Le matériel il est correct, hein, on a toujours les petits jetons, limite un peu jetons poker, mais ça reste. Le matériel est qualitatif et il prend peu de place. On a vu, la boîte est pas très grande, donc voilà, si vous à emporter c'est quand même assez facile, ça prend pas tant que ça de place, donc. Et c'est toujours ce que je me demande, je dis à quel point, parce que Splendor on pouvait déjà y jouer à 2.
Bah là, ils ont rajouté les petits pouvoirs, etc. Oui, et en fait, mais- limite, ils auraient dû faire une version C'est- Splendor à 4, en fait. C'est plus un Splendor de voyage quasiment qu'un Splendor à 2. Oui, mais en fait, là, je vois pas, c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on pourrait jouer à 4, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, à vite, dans Seven Wonders, t'avais le duel, tu peux pas jouer à Seven Wonders à 2, c'est vrai, comme... Donc il y avait un vrai truc. Là, je vois pas. Pour moi, dans ce cas, ouais, c'était un Splendor de voyage, quoi. Ouais, non, je Même suis le d'accord. réduire encore un petit peu. Parce que même, je trouve qu'il est plus intéressant avec les petits pouvoirs qu'il apporte et il pourrait se jouer à 4. Ça Et serait... ces pions sont très moches aussi. Donc voilà, non mais je pense qu'il faut savoir où on va. Si vous avez aimé Splendor, si vous êtes deux joueurs, effectivement, vous pouvez pas vous rater, quoi. Ouais. Mais si vous n'étiez pas le client à l'époque, vous Bah. n'allez pas le devenir d'un coup, quoi. Non, mais moi, je préfère... Maintenant, si on me demande, je préfère jouer à celui-là. C'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, c'était Splendor Duel. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous y avez joué. Ce Alors, que vous en pensez. est-ce que Ou si vous êtes hypé par. Si vous avez joué, Si aux vous jouiez deux. à l'ancien, est-ce que vous avez envie Voilà. de jouer à celui-ci? et est-ce que lequel des deux vous préférez? On est preneur. Alors, Chou Didi, je sais que tu nous écoutes. Est-ce que tu as une préférence sur un des deux modes de jeu Réponse. dans une heure? Très bien. Eh bien, je continue, c'est à moi. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu également. Je vais vous parler de Elawa, qui est là-bas. Je crois que si je le mets là, on va à peine le voir. Ouais, on est un peu bas. Ah, voilà, parfait. On a une... Ah, Vous voyez pas, mais on a une pyramide. Voilà, comme ça, vous êtes deux fois Elawa. Donc, Elawa, c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de prise de ressources pour acheter des cartes. Bon, ça Petit jeu reste d'achat de la cartes. gestion de ressources un petit peu, mais en mode minimaliste. Tout ça, c'est un peu du construction de moteur. Je trouve que c'est la mode. Beaucoup de jeux en ce moment sont de la construction de moteur. C'est un jeu de... Je pense qu'on dit Johan ou Johannes Goupi, je ne sais pas. C'est l'auteur de Rawa, qui est là d'ailleurs. Hop, voilà. Et Il y a Corentin eu Le... un prix d'ailleurs au Flip Roi. Ah ouais. Et de Corentin Lebras, donc, qui est l'auteur de notamment Draftosaurus, Trek 12 ou Trek 12, comme vous voulez, Fou, et pas mal d'autres jeux. Si je ne fais pas de bêtises, hein, c'est un auteur qui fait partie de la team Kaedama, donc forcément, qui a une ludographie longue comme le bras. Je sais pas si on dit une ludographie. Ah bah coucou, ça l'a fait, on sait qu'on s'est... Il y a ça, je te coupe comme ça. Oui, On a un commentaire. Comme voilà. ça, quand je ferai le montage pour le podcast, ça sera parfait. Donc on a Salafé qui du coup nous discute beaucoup aussi avec nous sur le Discord. Oui, Et du effectivement. coup ça qui nous fait fait un petit coucou. Ça et fait donc, plaisir de l'avoir là, ouais. qui nous dit qu'on est en pleine journée. Bah oui, c'est vrai qu'on a voulu changer le format, on sait pas. En fait, on n'arrive pas à savoir c'est quoi le meilleur horaire pour faire un live. Du coup, là, ça nous convenait. Donc on a dit on tente un après-midi. Ouais, on a hésité, on change complètement de sujet, je recommencerai ma presse Ouais, tu d'Elawa. recommenceras. Mais ouais, on a hésité, c'est une vraie bonne question, cette question de l'heure. On a testé 19h, les gens nous ont dit « Ah non, c'est l'heure où on nourrit les enfants, c'est compliqué. » On a testé 21h, on nous a dit « Bah non, parce que la journée est finie, c'est compliqué. » On a testé, du coup là, on teste 14h. Je crois qu'on a quand même déjà fait une fois 14h. Et on avait envisagé midi, c'est peut-être mieux midi, on sait pas. Là, si vous avez un avis, on est vraiment preneur, parce que pour le coup, on se cherche vraiment sur Ouais. le créneau horaire du live, sur quelle est la bonne heure et le bonjour. Bon, le bonjour, on fait aussi en fonction de nos dispos, donc on prend vos retours, mais on les écoutera peut-être pas. Mais sur les heures, carrément. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Bah, après, je pense que chacun a ses propres rythmes aussi, mais bon, du coup, nous, on va essayer plusieurs choses. On va voir ce que les gens nous font comme retour ou pas sur les horaires. ça. Mais bon, on a vu qu'il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui faisaient en après-midi et tout. Donc Ouais, on se dit il y a- peut-être il y a du monde finalement et que. Il y a du 18h, il y a tout. Il y a tout, C'est vraiment compliqué. Théo Rivière, il fait ça à 9h du matin. Je pense que de toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, donc voilà. Mais si vous nous regardez, et vous avez l'habitude de nous regarder, quels sont les horaires qui vous intéressent? Ouais. Ça nous intéresse. Et sinon, il y a toujours le replay sur YouTube, donc ne le ratez pas. Je peux... Attends, parce que du coup, voilà, j'ai perdu mes notes entre-temps. Ah, du coup, il y a Salafé qui nous répond que du coup, le midi pour elle, c'est pas mal. Ouais, mais je pense que c'est vraiment l'heure qu'il faut qu'on teste. Un midi ou un 13h, je pense que c'est vraiment un bon créneau, je pense. Ouais, je pense que le midi, ça peut être... Je pense même 14h, en fait, les gens rentrent de manger, et puis des fois, quand on travaille, on peut très bien écouter d'une oreille, et puis travailler en même temps, suivant, Ouais. le travail que vous avez, évidemment. On testera un créneau d'heure de midi. Il nous dit aussi, Gronuf, du coup, le midi avec quelqu'un qui prépare le repas derrière.
Et oui, on est dans la cuisine, on peut tout à fait... On pourrait manger en même temps que vous, voilà. Voilà. Vu que nous ne sommes pas sexistes, tu présenteras les jeux et je ferai la cuisine. Eh, Et on mangera mal. Bon, je vous parle d'Elawa. allez, on recommence. Je recommence. Allez, tu recommences. Je recommence. Donc, je vous parle d'Elawa. On a dit que c'est un jeu de gestion de ressources, construction de moteurs de cartes un petit peu. De donc Johannes Goupil, l'auteur de Roa. On l'a dit qui est là. Et de Corentin Lebras de la team Kaedama, donc qui a déjà une liste de jeux à son actif très conséquente. C'est illustré par Elsa Roman, ou Roman peut-être, dont c'est ça, a priori, en tout cas d'après Board Game Geek, le premier jeu illustré. Et c'est publié chez Bombix et distribué par Asmodée, qui nous l'a gentiment envoyé. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Je pense que c'est même possible de descendre en dessous Mais ça va dépendre. entre habitués. Et à partir de 8 ans, moi mes filles de 9 ans y ont joué, c'est passé sans problème. Donc 8 ans peut-être comme pour des enfants qui jouent déjà, hein, pas 8 ans premier jeu quoi. Ils vont déjà, enfin c'est la stratégie qui va être plus difficile, ils vont prendre Ouais. des cartes et tout ça, mais sans peut-être envisager tout. Ah ouais, je pense que... voilà. Qu'est-ce que vous allez faire dans Elawa? En fait, vous allez créer votre tribu préhistorique en recrutant des personnages autour du feu C'est une vidéo. qui vous apporteront des ressources. Bon, alors, encore une fois, moi, je suis pas hyper convaincu par le thème. Je trouve que on n'a pas du tout l'impression de recruter qui que ce soit. On prend des cartes et puis on prend les ressources qui vont avec et puis... Bon, on optimise quoi. Et puis on optimise le tout, mais on peut se passer du thème. C'est pas un point fort du thème. Donc comment on joue? À votre tour, donc vous avez un feu de camp au centre de la table, qui est symbolisé par une pile de ressources, en gros. Et vous avez autour un cercle de personnages avec chacun leurs ressources. À votre tour de jeu, vous prenez un personnage qui va vous donner accès à un certain nombre de ressources qui sont situées après lui. Donc si le personnage offre 3 ressources, vous allez prendre les ressources aux 3 personnages suivants. Donc voilà, chaque personnage, tu veux que je te mette chaque personnage va vous offrir, hop, va vous offrir un certain nombre de ressources. Par exemple celui-ci, il en offre 3. Il y a des personnages qui vont être plus puissants, qui vont offrir qu'une seule ressource, et des personnages peut-être plus chers ou moins puissants, qui vont offrir davantage de ressources. Et chaque personnage a également une façon de scorer. Soit des points, comme on le voit ici, le personnage bleu il donne directement 14 points, soit comme celui-ci, si vous arrivez à voir, qui va vous donner 3 points par carte verte, par exemple. Donc voilà, et vous piochez votre carte en fonction de si vous avez besoin de beaucoup de ressources, si vous avez besoin de ce personnage-là pour avoir accès à plus de points. Voilà, vous décidez de ce qui va le mieux forcément dans votre jeu. Et on enchaîne comme ça les ressources. À chaque fois que vous videz une pile de ressources qui est devant un joueur, vous gagnez une ressource au centre du plateau. Quand les ressources au centre du plateau sont épuisées, la partie est terminée. Et on compte les points, et donc on compare un petit peu les moteurs de chaque joueur. Et on compte voilà, on fait l'addition des points de chaque joueur. Sachant que vous avez différentes façons de scorer, donc je disais, il y a des points... Donc des points nets, vous gagnez là 14 points, là c'est 3 points par viande, c'est des cartes sur lesquelles vous allez stocker des ressources. C'est une carte panier, donc les cartes panier, en fait, on va stocker des ressources. Là, c'est les viandes, mais ça peut être n'importe quelle ressource, Voilà. et elle vous donnera 3 points Et par ressource stockée. Et là vous avez des cartes plutôt de collection qui vont vous donner 3 points par carte verte, mais ça pourrait être des cartes qui vont vous dire 3 points par carte panier, 3 points par carte main, etc. Il n'y a pas au final une grande variété de choses, mais vu qu'à toutes les parties vous allez piocher des cartes différentes et construire un moteur différent, c'est pas vraiment problématique. Donc voilà, moi ce que j'en ai pensé... Alors, le jeu a fait beaucoup de bruit en amont, et dès qu'il est sorti, il a été assez encensé. Un des points que je n'aime pas dans le jeu, et qui fait que j'avais pas envie d'y jouer, c'est le design. Je suis désolé pour l'illustratrice dans ce premier jeu, mais moi je trouve ça trop chargé, et pas très heureux, on va dire. Et du coup, même la boîte me donnait pas très envie. Alors, sur les cartes en elles-mêmes, ça va, même si je les trouve souvent un peu trop chargées. Mais par contre, les cartes personnages, vous avez une carte qui présente votre personnage, ça, je trouve ça trop chargé. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Même le dos des cartes, j'aime bien. Le dos des cartes, oui. En fait, les cartes en soi, oui, mais la boîte, ces cartes-là, ça ne m'attirait pas. Bon, après, ça s'oublie pendant le jeu. Et pour le coup, le jeu marche super bien. C'est marrant, moi j'ai envie de le rapprocher d'un jeu comme
comme si Salt and Pepper. Je trouve que c'est des jeux qui sortent où on a des petites boîtes et dedans des jeux un peu condensés qui marchent hyper bien. Donc j'aime cette idée-là qu'on cherche plus à en rajouter, à faire des gros jeux pour les vendre plus cher. Non, un petit jeu qui marche bien, qui tient bien dans sa boîte et où on sort. Et il faut quand même réfléchir et penser. Donc je trouve que c'est des vraies réussites. Et voilà. Donc si Salt and Pepper est là, à ce niveau-là, je trouve qu'ils se rejoignent. Ils font bien. Ils avaient fait Codex Naturalis, ils sont assez. Ouais, c'est vrai. Oui, carrément. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Ils ont cette petite touche là. Donc voilà. Le jeu est hyper simple à prendre en main, il est très simple à jouer, donc accessible à des enfants. On a une édition qui est bien pensée, avec une boîte qui fait la bonne taille sans en rajouter. Et voilà, globalement, ce que je dirais, c'est qu'en gros, si les illustrations vous choquent pas, que vous les trouvez pas trop chargées hautes, enfin, c'est un sans faute en termes d'édition. Et c'est un jeu auquel, pareil, vous rejouerez avec plaisir. Et vu que les parties sont pas très très longues, typiquement au bureau pour une pause ou même pour faire 2 parties, 3 parties d'affilée, ça pose aucun problème. Donc moi je trouve que c'est un vrai petit succès et un super petit jeu. Et il est disponible sur BGA, donc là encore plus facile à jouer parce que du coup les parties sont rapides et que du coup en plus il n'y a pas besoin de compter les points, ça compte tout seul. Donc c'est vraiment le jeu facile à sortir. Moi c'est pareil, hein, j'aime beaucoup. Ça reste un jeu justement assez... Ce que j'aime, moi c'est vraiment ça que j'aime bien. J'aime les jeux où il y a quand même un peu de réflexion, où on va quand même réfléchir, mais en mode rapide. Donc, j'aime bien les parties qui durent pas. Moi, je préfère un jeu même plus complexe, mais qui est court, qu'un jeu finalement très très facile qui va durer une plombe. Et donc là, ça correspond. Petit format, avec quand même un jeu intéressant pour pas très cher. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. Moi, le bémol que j'ai sur ce jeu, c'est les cartes à gros points. On l'a vu, il y a des cartes qui font 14 points, 18 points, etc. Pour moi, là, toutes les parties que j'ai faites, c'est-à-dire que si on prend ces cartes-là, en général, sauf si quelqu'un arrive à contrer, mais en général, elles gagnent parce que c'est des cartes qui valent 14 points et elles demandent en général que 4 ressources pour être jouées. Alors que par exemple, on a vu les cartes panier, pour être dans le détail, les cartes panier, par exemple, c'est 2 points ou 3 points par ressource mise dessus. Il y en a qui donnent 4 points par ressource. Hein, et mais si tu prends celle par exemple à 3, il faut déjà mettre 5 ressources sur la carte pour faire 15 points. Mais du coup, si on met 15 ressources dessus, c'est des ressources qu'on n'utilise pas pour acheter d'autres cartes. Alors que là, c'est juste on utilise 4 ressources, pouf, 15 points. Ouais, mais moi je suis... Alors, je sais que tu avais dit ça dès notre première partie ensemble, et j'avais gagné en jouant des grosses cartes, donc je peux pas... Et j'arrive pas à contrer, enfin j'essaie de plusieurs parties, si on partage pas, s'il n'y a pas au moins les deux, enfin moi j'ai joué à 2, qui ont une grosse carte, en général... faut prendre des grosses cartes de ton côté aussi, en fait. Oui, c'est ça, t'es obligé de contrer en faisant ça, parce que si quelqu'un prend toutes les grosses cartes, ça crée l'interactivité du jeu. Moi, ça me choque pas trop. Ça me choque pas trop, effectivement, c'est dur, si on passe complètement à côté de ces cartes-là, d'égaler avec quelqu'un, ou alors faut... Parce que par contre, il y a vraiment moyen de comboter. L'autre jour, j'avais 3 cartes différentes qui me donnaient des points pour mes cartes bleues. Il faut comboter. Quand t'es rendu, je crois que j'avais, je sais plus, il y avait 7 points par carte bleue et j'avais 4 cartes bleues. Il n'y a pas d'autres cartes à faire la même chose, donc tu peux vraiment comboter et faire des trucs vraiment sympas. Donc ça me choque pas trop. Comme le côté Splendor, tu vois, tout à l'heure où je disais, là par exemple, moi je prends dès le début une carte pour dire 3 points par carte verte. Et là, il n'y a plus aucune carte verte qui sort. Donc là, t'attends, t'as posé une carte et finalement elle te rapportera pas parce qu'il n'y a plus de carte verte qui sort. Erreur de ta part, moi je pose pas une carte point par carte verte si j'ai pas des cartes vertes dispo dans mon jeu. Mais bon, tu sais pas ce qui va tomber après. Oui, mais donc, là c'est ta faute, j'ai envie de te dire. Mais voilà, du coup il y a cet aspect-là quand même qu'il faut, parce que la ressource, pareil, en fait les ressources, en fait il y a des petits tas de ressources et on va prendre des ressources et on sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc des fois on va se dire je prends une carte parce que je vais pouvoir la jouer et en fait par exemple on a besoin de peau et la peau ne tombe jamais. Pour le coup j'ai fait une partie hier et on a eu ce cas-là, surtout encore une fois les peaux parce que j'ai l'impression qu'il y en a moins et on a souffert de l'absence de peau qui m'a un petit peu énervé. Je veux des peaux. Mais comme ça reste un petit jeu rapide, faut pas lui en demander trop non plus, ça reste un petit jeu rapide, accessible, où on fait ses petites collections, on va poser ses cartes et voilà, ça reste un jeu... hyper agréable à jouer. Et donc, allez-y. Sanlafi nous rejoint en nous disant que c'est un de ses jeux petit coup de cœur du moment, qu'elle aime bien les illustrations. Ouais, moi j'aime bien aussi. Donc c'est comme moi les illustrations, a priori. Et voilà, on est d'accord, un jeu équilibré, etc. Pas de problème. Donc, mais c'est vrai que Sanlafi comme nous, Bombix, c'est vrai qu'ils ont sorti pas mal de très bons jeux ces derniers temps. Un éditeur qui on travaille aime beaucoup, bien. qui est breton pour être... Voilà, c'est ça. Chauve.
Ça, et Nuts qui fait Subterra, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs qu'en Bretagne, encore une fois, comme pour vos vacances. À toi ? Ouais. Alors, de quoi tu nous parles ? Là, tu vois, il y a Choudi, elle est d'accord avec moi. Elle dit que les cartes à gros points, elle vise ça, et à chaque fois, elle gagne. Elle me fait ratamer à chaque fois. Un jour, je vous battrai en vous montrant qu'on peut faire autre chose. Alors, de quoi nous parles-tu ? Eh ben, j'enchaîne avec d'orge et de blé. Donc, je suis en mode petit jeu de joueurs. Bah, moi, c'est ma cam, mais du coup, là, particulièrement. Donc, c'est toujours un jeu de joueurs, édité donc chez Gigamic. L'auteur, c'est Scott Helms, qui est un auteur qui est quand même assez connu. Hein. Il fait les Boomerang Australia, enfin Boomerang Europe, ça, donc c'est des que tu avais beaucoup aimé à leur sortie. Ça reste un de mes roll and write préférés. Il a fait tous les Tiny Epics, donc les Tiny Epics, c'est des petits, alors c'est des boîtes format Splendor Duel, mais hyper avec beaucoup de, enfin c'est minimaliste. Il y a des ressources. Moi j'ai testé le Tiny Epics Dinosaur. Donc il y a énormément de matériel dans une toute petite boîte et c'est des jeux initiés quoi. Donc ils ont réussi à faire petit format, petite boîte initiée. Donc ça c'est Scott Helms qui fait ça donc, dans les Tiny Epics. Il a fait Almanac aussi qui avait parlé pas mal de lui, qui est un livre-jeu un peu. Donc voilà. Et l'illustrateur c'est Michael Menzel. Il n'est pas inconnu non plus. C'est lui qui a fait Andorre. Ah ouais. J'allais dire je le connais pas mais je connais Andorre. Rien que ça. Il a fait My City, Catan. Voilà, donc c'est pas un petit dans le monde du jeu. Donc c'est un jeu de joueurs, les parties sont de 30 minutes, ce qui est vrai. Et on va dire, c'est marqué 10 ans et plus. Je pense que oui, parce que ça demande un peu quand même de maîtrise au niveau du jeu. Alors pareil, la thématique, bon là elle est quand même un peu plus, on va dire, on la sent quand même. C'est-à-dire qu'on incarne un village, donc 2 villages qui vont s'affronter dans 2 activités prépondérantes, mais ils disent amicalement, s'affronter amicalement. Et il y a 2 activités principales qui sont la brasserie, donc la fabrication de bière, et la fabrication de pain. Donc on a un beau plateau avec une rivière, etc. Parce qu'on aura besoin d'eau pour faire nos récoltes. Je suis pas doué. Et donc ça va se jouer en... Oula, vraiment pas doué. Donc en fait ça va se jouer en plusieurs manches, mais il va y avoir... Enfin ça s'appelle des saisons, parce qu'il y a des saisons sèches et des saisons humide. Je l'ai dit en entier. Ouais. Du coup, on n'aura pas les mêmes ressources en fonction de ces saisons. Forcément, il y aura moins d'eau à la saison de sécheresse, etc. Et il n'y aura pas les mêmes ressources disponibles. Donc, on va alterner comme ça ces 2 saisons sur 6 manches. Et du coup, à son tour de jeu, on va faire quoi ? En fait, on va avoir des cartes. Il y a la première manche, donc la manche où on n'est pas en sécheresse, on va drafter, c'est-à-dire on a une main de cartes, je choisis une carte, je donne la main à l'autre joueur choisit une carte, etc. jusqu'à ce que les cartes soient distribuées. Dans la deuxième manche, là on va avoir une série de cartes, et ces cartes-là, par contre, là on ne drafte pas. Par contre, on aura des cartes disponibles sur le plateau principal, et on va pouvoir évidemment échanger une carte de sa main sur le plateau principal si elle nous intéresse plus. Le gros avantage, le gros intérêt du jeu, c'est qu'en fait tout se joue sur les cartes. Et les cartes, en fait, elles ont 3... Ouais, je suis jamais bien placée. Les cartes, elles ont 3 emplacements. On le voit ici. Et donc, elles servent à 3 choses. Donc, soit elles servent en tant que ressources, soit elles servent pour confectionner, du coup, là, par exemple, de la bière. Donc, ça nous indique les ressources dont on a besoin. Ou elles ont des petits pouvoirs. Et donc, là, à notre tour, on va choisir, en fait, la carte, elle a 3 possibilités sur quoi on l'utilise. Quand on la met en ressources, par exemple, si j'avais déjà cette carte-là, là, quand je pose ma deuxième carte, j'arrive pas à me placer. Quand je pose ma deuxième carte ici, en fait, je vais collectionner 2 dos quand je pose la deuxième. Et une comme ça. Donc, on collectionne les ressources qu'on vient de mettre, plus celles qu'on avait déjà. Donc là, je gagne 2 dos et une comme ça. Ensuite, on va pouvoir, du coup, faire brasser notre bière ou faire du pain. Et on va dépenser, du coup, les ressources et elles nous donnent des points. Et ici, on a des petits pouvoirs, donc je ne peux pas tous les lire, hein, ils sont tous différents, mais qui vont nous apporter des choses. Donc, soit ça va être pour nous marquer des points, soit ça va être pour augmenter notre espace de stockage, parce qu'au départ, on n'a que 9 places de stockage. Si on prend des ressources en plus, on les offre à l'adversaire. Et donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, on va se dire, attends, là, il ne faut pas que je prenne trop de ressources, sinon je vais être obligé de les donner à mon adversaire. Et si lui, il en a besoin, ça ne marche pas. Donc on va pouvoir quand même améliorer. Là j'ai notre carte, par exemple, à la fin de la phase, on va pouvoir récolter une ressource de type vert en plus que l'autre, etc. Donc
tout va être dans ce choix de savoir comment j'utilise ma carte. Est-ce que je la garde en tant que fabrication pour faire du pain ou de la bière, donc je la mets de côté, ou je l'utilise pour les ressources, ou je l'utilise pour le pouvoir qu'elle va m'apporter pour améliorer mon jeu. Et voilà, et on déclenche comme ça les 6 manches. Et à la fin, on va compter les points. Comment ça fonctionne? C'est là aussi tout l'intérêt du jeu, c'est-à-dire qu'il faut être équilibré. C'est-à-dire qu'on va compter les points dans la bière, les points dans le pain, et on va scorer le plus petit des deux. Donc il ne faut pas miser tout sur la bière ou tout sur le pain, il faut être équilibré parce que c'est le plus petit des deux qui score. Et franchement, ça reste un jeu... Donc, pour moi, les qualités, c'est que c'est un jeu de ressources accessible, qui se joue vraiment en 30 minutes, parce que c'est assez rapide en fait au niveau du choix des cartes. J'aime bien le mélange de mécaniques, la première manche en draft, la deuxième manche pas en draft, on récupère les cartes qu'on avait mis en ressources en fait. Ouais. Ah, donc tu deck building ta manche suivante un peu quoi. Un petit peu, ouais, suivant les cartes que tu vas mettre en ressources. Bon, moi j'ai pas réussi à le jouer comme ça, pour l'instant j'ai utilisé vraiment... j'ai pris les ressources que j'avais besoin, je me suis pas dit tiens je garde pour la carte pour la fois d'après. Je pense que là il faut un peu de maîtrise. Mais voilà, et ça s'enchaîne très bien. Vraiment, il y a ces côtés interactifs de dire voilà, là je peux gagner des points aussi en fonction de l'autre. Donc il y a des cartes qui disent on gagne une dose si l'autre joue telle carte, etc. La gestion du stockage qui fait qu'on va donner à l'autre si on en a trop. Et cet équilibrage où du coup on peut pas se dire bah, je fais que du pain ou que de la bière, où là il faut arriver à minimiser les deux. Donc voir aussi parce que toutes les cartes ne sortent pas en même temps. Donc te dire mince là il n'y a pas de carte pain, là il faut que je prenne les cartes pain, ou si on voit un joueur essayer de le contrer finalement en prenant la carte pour qu'il ne s'améliore pas. Et c'est vrai que dans ce genre de jeu au niveau il est quand même je trouve un peu plus peut-être difficile d'accès que Splendor Duel, et pourtant il se joue aussi vite. Et donc c'est vraiment le type de jeu, je disais tout à l'heure, moi qui me convient tout à fait quoi. Un jeu en une demi-heure qui a de la réflexion, c'est parfait quoi. Donc voilà, moi les illustrations je les trouve jolies, enfin voilà, rien. Ouais, c'est du dessin, c'est assez classique. Ouais, quoi. le plateau est classique et tout, mais le matériel est de bonne qualité, les ressources sont en bois, etc. Franchement, moi pour moi, ouais, j'irais presque sur un sans faute sur ce jeu. Vous aimez les jeux à deux avec quand même là un peu plus de mécanique, etc. mais qui est quand même rapide, bah foncez quoi. Franchement, ce jeu-là, dans les jeux à deux de l'année, je pense qu'il va faire partie du top 3. Ah ouais, bah, il a assez bien marché à sa sortie. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. C'est toujours pareil, les jeux de joueurs chez moi ça sort pas, donc Ouais. À moins qu'on trouve nous tous les deux le temps de l'essayer. Bah on devait, mais on n'a pas. On avait prévu de le faire juste avant le live, et ce live a été un petit peu compliqué à préparer, donc on n'a pas eu le temps. Mais il faudra que j'essaye à l'occasion. Mais ouais, parce que franchement, il y a plein de stratégies à mettre en place, donc en fait, une fois qu'on y rejoue, on peut remettre une autre stratégie en place, on peut réfléchir différemment, utiliser d'autres pouvoirs, etc. Enfin, franchement, non, c'est une belle réussite. Ouais, et encore une fois, une édition raisonnable ou raisonnée, où on a une taille de boîte qui correspond bien au matos qu'il y a dedans et pas plein de vide. Je trouve que vraiment là, on a une tendance à arrêter la surédition des jeux et à faire des petites boîtes boîtes, qui gros tiennent matériel mieux. et tout, franchement, c'est génial. Quoi. Ça, je trouve ça vraiment super de... Et Grandnuf, il est tenté, du coup, j'ai réussi à le hyper. Et ça l'a fait, il connaît pas non plus. Donc, mais voilà, allez-y, franchement, jeu à deux, vraiment avec de la réflexion, mais en mode quand même jeu rapide. C'est top. On l'essaiera. Ça marche. Allez, un dernier pour toi. Allez, le dernier. Et je vous parle de... Et je ne dis pas la bonne. Je vous parle de Sur les traces de Darwin. Un des 3 jeux Darwin qui est sorti ces derniers temps. C'est la mode. Si vous voulez faire un jeu, faites un jeu sur Darwin. A priori, ça marche. Tiens. Voilà, on monte sur une boîte un peu plus conséquente quand même. Du gros matériel. Mais Ouais, il faut quand même rester sur... Il peut faire peur, mais ça reste un jeu très familial. Ouais, très familial, limite enfantin sur certains aspects, mais on en reparle. Un jeu de pioche et de pose de tuiles de Grégory Grard, dont on a parlé tout à l'heure, et de Mathieu Verdier, l'auteur de Déméter et Varuna, illustré par Maud Briand, dont je crois que c'est la première illustration, et David Sidbon, voilà, qui est l'illustrateur de Déméter, de Gozu X, de Iki, de Greenville, donc un illustrateur qui a déjà pas mal de choses à son actif. Et c'est édité par Sorrywear French et distribué par... Gigamic. C'est bien de répéter, en fait. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, tu vois, je crois que je l'avais pas dit tout à l'heure, de 20 à 30 minutes, plutôt 30 minutes quand même. Ouais.
à partir de 8 ans, et effectivement, moi j'y joue avec mes filles qui ont 9 ans, et ça passe crème. Là, on est même limite... bon, après, mes filles sont vraiment habituées au jeu, mais c'est vraiment du jeu facile, quoi, pour elles. Donc je pense que vraiment, à partir de 8 ans, si vos enfants, bien entendu, ont déjà joué un tout petit peu, il n'y a pas de problème, ça marchera. Donc ce que je disais, comment ça se passe? On est thématiquement, donc on est durant le voyage du Beagle, le bateau de Darwin. Vous êtes de jeunes naturalistes qui l'accompagnez pour l'aider à documenter son travail, globalement, et donc vous allez l'aider à répertorier les espèces, etc. etc. Le thème n'a pas grande importance, il sert surtout l'illustration et le matériel du jeu, qui est très qualitative, mais pas tellement le mécanisme, quoi. Donc, comment on joue? Donc, en fait, le bateau de Darwin va faire le tour du monde, qui est représenté par une grille de tuiles. Et à chaque fois qu'il s'arrête, donc il est soit en haut d'une colonne, soit sur le côté d'une ligne, soit en bas d'une colonne. Une grille 3 par 3. Une grille de 3 par 3. Vous prenez soit dans la colonne en haut de la colonne, vous prenez dans la colonne où il se trouve. Si c'est au niveau d'une ligne, vous prenez une tuile dans la ligne où il se trouve, et vous venez les poser sur votre plateau de jeu. Et tu veux que je te mette la webcam? Allez. Hop. Et vous constituez ainsi votre petit livre, votre petit livre des origines à la Darwin. Hop, je vais en profiter pour montrer les livres parce qu'ils sont vachement sympas, ils ont bien fait ça. Un petit livre comme ça qui est un peu cartonné, on est trop près. On va pouvoir montrer sur la grande, je pense. Que vous aurez. Allez, je te laisse faire. Donc voilà, vous venez. Ah oui, sur la grande, tu m'as dit. Vous venez placer sur votre livre des origines à vous les tuiles que vous avez posées. Ici, vous mettez toutes vos tuiles animaux. Ici, vous avez des tuiles de savants. Alors là, on sort un peu du thème, ça c'est un peu raté dans le thème, où en gros, vous allez avoir d'autres personnages que Darwin qui vont vous permettre des fois de modifier un peu le trajet du bateau. Et donc, on pioche des tuiles sur ces personnages-là. Ça respecte pas forcément ni la thématique ni l'époque. Mais bon, de toute façon, c'est pas gênant. Donc voilà, comment on gagne? En fait, chaque tuile va amener une façon de scorer. Elle peut avoir des points en dur, entre guillemets, qui sont marqués dessus. Et à la fin, on additionnera tous les points visibles. Je dis bien visibles parce qu'on peut superposer les tuiles. Et du coup, si vous mettez une tuile qui ne va pas donner de points par-dessus une tuile qui donne des points, eh ben, vous n'avez pas de points. Vous avez des tuiles aussi qui vont vous permettre de gagner des boussoles et d'autres des parchemins. Et à la fin, vous allez multiplier vos boussoles par vos parchemins visibles. C'est une autre façon de scorer. Et enfin, vous allez tout au long de la partie piocher des objectifs. Alors tout le monde en a un différent, c'est un petit peu asymétrique en début de partie. Et pendant la partie, vous allez être amené à en piocher des nouveaux et peut-être réussir à faire comboter vos objectifs, parce que vous pouvez tout à fait avoir 2 fois le même objectif. Et du coup, à développer des nouvelles façons de scorer pendant la partie, quoi. Ouais, les plus objectifs, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir 1 point par type d'animaux mammifères que vous aurez réussi à découvrir, ou alors justement c'est plutôt les continents, donc là ça sera 1 point par type de continent, voilà. Ouais, carrément 1 point par objectif. Voilà, donc il y a vraiment plein de manières de scorer. Et donc voilà, quand la partie se termine, quand tout le monde a joué le même nombre de tuiles, je crois que c'est 12 si je me trompe pas, ouais. Et on compte les points et le meilleur l'emporte. Oui, alors chaque tuile, du coup il y a bien donc un animal, un continent, et puis après soit des points de victoire, soit ce qu'on a dit, des boussoles ou des parchemins. Différents mécanismes pour gagner. Donc voilà, donc mon avis, encore une fois on est sur un jeu donc, qui est très très simple à installer, à prendre en main, à jouer, c'est hyper fluide, c'est superbement édité, illustré, les petits livres là on disait vraiment ils sont chouettes. En fait ils ont, je sais pas si on peut repasser sur la grande, mais... Donc là par exemple c'est un caméléon, et si on ouvre en fait, alors on verra peut-être pas, mais en fond en fait, en filigrane, il y a que des reptiles. Pareil sur les insectes, du coup il y a si on ouvre sur des insectes, il y a des papillons, il y a une petite mygale, etc. Il y a la même chose pour les tigres, et donc ça fait vraiment des petits livres, et le matériel au niveau qualité du livre est vraiment chouette, quoi. Le plateau, si on le montre en fait. Ah, le plateau, il y a un côté recto où vous jouez. Donc c'est là où vous mettez les tuiles ici. Ouais, et ils ont illustré le verso. Et ça c'est les tuiles objectifs. Et voilà, ils ont quand même illustré le verso avec le voyage du coup justement de Darwin. Qu'on peut retrouver dans la petite appendice. C'est quand même pour ça que je disais que si le thème est plaqué sur le mécanisme, ils ont vraiment travaillé au niveau illustration et immersion dans le jeu.
Alors tout à l'heure je parlais un peu de surédition et tout, est-ce que c'est surédité? Peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment, vraiment beau et vraiment travaillé. C'est vraiment du super boulot. Parce que du coup, là, il y a le voyage qui est décrit. Là, on voit les points rouges, le 11, 12, 13, qui en fait sont les points ici, donc du voyage sur le plateau, du coup, le recto, ici. Et donc, ils expliquent. Et pareil, sur les différents animaux, etc., ils sont détaillés aussi par type de continent, etc. Ouais. Donc, il y a vraiment un travail aussi Gros sur... boulot, ouais. Donc voilà, donc je disais, on rejoue vraiment avec plaisir parce que c'est hyper facile à prendre en main, la durée de partie est maîtrisée, donc c'est vraiment le petit jeu, on sait dans quoi on s'engage, on sait qu'on peut jouer avec tout le monde. Pour moi, voilà, on est encore une fois, on n'est pas loin du sans faute. J'aurais peut-être un petit doute sur la durée de vie. Est-ce que j'y jouerai encore dans 2 ans ou même dans 1 an? C'est peut-être pas sûr, mais en attendant, pour l'instant, il sort vraiment régulièrement. Donc, c'est un très bon jeu que je conseille. Et je pense que tu partages cet avis. Oui, je te l'ai fait découvrir, du coup. Et du coup, ça a généré combien? 3 achats derrière? Ouais. 2, non. Chenin l'a acheté, mais sans avoir joué avec nous. D'accord. Mais ouais, du coup, ça marche, en fait, à tous les coups. Choudidi nous dit aussi qu'elle a beaucoup aimé. Pour moi... En fait, quand on démarre une ludothèque, limite, c'est aujourd'hui le jeu à avoir. C'est-à-dire, il est beau, il est bien édité. Une ludothèque familiale. Ouais, il est intéressant à jouer, mais tu vois, on parlait de Splendor, des choses comme ça. Aujourd'hui, on démarre dans le jeu, c'est ça, quoi. Ça, c'est le jeu, on va dire, qui coche tout. Il est beau, il est bien édité, il est intéressant à jouer, ça plaît à tout le monde, mais il est quand même accessible. Mais même quelqu'un qui joue pas, il peut comboter, faire des trucs... Enfin, quelqu'un qui est un peu joueur, il s'ennuie pas non plus. Non. Et du coup, il convient vraiment à plein de monde. Moi, j'ai joué typiquement ce cas-là hier. On a joué, donc moi qui le connaissais, une copine qui le connaissait pas et qui est habituée au jeu, et un troisième qui, lui, n'était pas joueur. Ouais. Et c'est bien passé auprès de tout le monde. Donc, c'est ça, il convient, parce qu'en fait, on peut quand même réfléchir à essayer d'optimiser, etc. Donc en fait, que ça soit joueur ou non joueur, on y trouve du plaisir. Il est beau. Pour moi, aujourd'hui, c'est le jeu presque à avoir. Aujourd'hui, quand on démarre une ludothèque, un jeu familial, comme il y avait Takenoko avant, il y a Takenoko, et aujourd'hui, il y a Sur les traces de Darwin, quoi, pour moi. Ouais, très. Voilà, on partage. Le seul truc, c'est qu'il peut faire je crois peur. que la fille m'a dit aussi dans les commentaires qu'elle a beaucoup aimé. Non, c'est Choudidi. Ah, c'était Choudidi. Mais faut pas se fier, parce qu'il peut faire peur, parce que justement, à l'inverse, c'est une grosse boîte, elle est pleine. Mais c'est un jeu familial, parce qu'il y en a qui peuvent se dire que ça fait gros jeu ou quoi. Et non, c'est justement, il peut faire peur, mais ça reste un jeu familial et il faut vraiment y aller, quoi. C'est un super jeu. Très bien. Ok. Alors du coup, là, moi j'aime bien ce petit... Sur la sélection des 6, toi, si tu devais en choisir un. Un seul? Un sur les 6. Je sais plus, on a parlé de quoi. Je peux pas. Oh, si, quand même. Je peux dire lequel j'enlève? Non, on sait déjà. Il n'en restera qu'un. Je pense que du coup je vais prendre Darwin parce que il est plus gros qu'Elawa et il est plus petit qu'Archaeos Society. Les 3 sont à peu près aussi bons. Mais du coup si j'ai le droit d'en avoir qu'un, il me faut que j'ai une durée de jeu moyenne. Ouais. Donc je prends Darwin. Mais c'est pas du tout un critère de qualité. Enfin les 3 sont excellents. Oui, c'est coup de cœur, quoi. Je mettrais Elawa et Darwin en termes quand même de qualité de jeu, juste au-dessus d'Archaeos Society. Donc ça se jouerait entre Archaeos Society et Darwin. Et là, les illustrations, la durée de jeu, c'est Darwin qui gagne. Et ben moi aussi, du coup, ça serait Darwin. Avec Dorgé de Blé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, ça serait Darwin pour moi aussi. Je pense que... Donc ce mois-ci, c'est une très belle réussite. On va faire ça. Ce mois-ci, nous vous recommandons Darwin. On sait que vous achetez les jeux en fonction de nos conseils, et du coup, on vous conseille celui-ci. Ok, très bien. On a fini pour les jeux. Ça fait déjà longtemps qu'on est là, je suis sûre. On a encore dépassé. Ça fait 1 heure. Je t'avais dit qu'on devrait faire un très vite, et on fait pas très vite. En fait. Bientôt. La hype. Tu as plein de choses dans la hype? Non. C'est vrai? Ah, c'est dommage. Ça m'arrangerait que tu aies plein de choses. Comme ça, j'aurai le temps de préparer le tirage au sort. Ah, je peux avoir plein de choses. Hein. Tu sais, moi, ma liste est toujours pleine. Donc, non, là, j'ai pas de jeux. D'habitude, je les ai un peu en avance. Là, j'en ai pas. Mais par contre, je peux vous dire quand même peut-être un peu aussi, peut-être
sans un peu de spoil du programme, peut-être, du programme du prochain live, peut-être. Donc nous, moi j'attends beaucoup Knarr, de Thomas Dupont, édité chez Bombix. Qu'on a déjà essayé Qu'on a testé au au festival de Salon jeux de de Rennes. Moi j'attends beaucoup ici. Où Thomas Dupont, je l'ai laminé, voilà. Il n'était pas content. Mais du coup, voilà, donc j'ai vraiment apprécié le jeu, pas que parce que j'ai gagné, mais vraiment dans la mécanique de ça, donc j'ai hâte d'en reparler. Il sort du coup courant août, donc Knarr. Il y a les petits unlocks, les nouveaux petits unlocks Short Adventure qui sont sortis, il y en a 3, donc ça j'espère aussi pouvoir les tester. Il y a un jeu, alors je sais pas trop, ça m'a hypé, ça s'appelle Spellbook. C'est un jeu de pouvoir, on est des sorciers, etc. Et je crois que c'est Shane Phillips, Je n'ai pas vu passer ça. le mec qui a fait Pillar City et tout. Pillar City. Bon, il est Mais là-bas. je suis plus sûre. Il y a le Dixit Disney qui est beaucoup attendu, mais je ne sais pas trop quand il sort. Il y a Challenger 2, à voir ce que ça apporte. Ouais, Ok. Mais voilà. Et sinon, bah non, là, la rentrée, ça va être fou. Il y a Dwarf Romantic qui sort, il y a Perfect World qui déjà fait un buzz beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé Lucky Number de la même maison d'édition, chez Tiki Édition. Ils vont sortir Perfect World, qui est un jeu de mots en mode mots croisés. Et franchement, de ce que je vois des avis, en tout cas, ça marche très bien. Il sort fin août aussi. Il y a Cat in the Box, qui est très attendu, Ouais. un jeu de pli où en fait on va déterminer la couleur après. Enfin, Tout le monde en parle. ouais, c'est américain, du coup il tarde un peu à venir en France, mais il sortira finalement aussi à la rentrée. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Toi, t'avais parlé de Skyteam, le jeu à deux, ça fait Ouais. pareil qu'on entend parler Tu depuis fais ma hype à ma X place, temps. mais Bah ouais. The Art Project également. Mais en fait, c'est des jeux qu'on avait déjà entendu parler à Cannes, donc déjà en février, et du coup finalement ils sortent vraiment à la fin d'année. Et moi, un jeu que j'attends aussi, c'est À la recherche des espèces disparues, qui est du coup pas une suite, mais une version différente de À la recherche de la planète X, que j'avais déjà adoré moi. Ça Et parle qui est de un jeu Darwin. de déduction. Non, bah peut-être, parce que du coup on cherche des espèces disparues. Ah oui, et le dernier, Terraforming Mars Dice Game. Apparemment, il est très bien. Je me dis un Terraforming Mars un peu plus accessible en mode jeu de dés, en espérant que le jeu de dés soit pas... Enfin, ça soit pas trop de la chance. Mais voilà, celui-là, il me tarde aussi de pouvoir l'essayer, le Terraforming Mars. Mais je ne m'arrêterai plus parce que ma liste n'est pas finie encore. Ah, t'as fini. Ah, je peux continuer. La fille qui parle juste pour parler. Non, il y a Ancient Knowledge de chez Yellow qui va sortir aussi, qui est très attendu. Enfin là, ça va promettre des beaux cadeaux pour Noël. Ancient Knowledge, il est dans ma liste également. Ouais. Donc, non, il y a beaucoup de choses. Et j'ai pas tout encore, hein, parce qu'il y a je l'ai pas dit, mais les Aventuriers du Rail Legacy qui est aussi très, 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 très attendu. Moi, j'étais pas tant que ça fan des Aventuriers du Rail, mais cette version Legacy a l'air très, très bien. Est-ce qu'on arrivera à se faire un Legacy à nouveau, après le Dilemme du Roi? Ah oui, les Aventures du Rail Legacy, il va falloir qu'on y passe, oui, Ouais. je pense. Attends, j'en rajoute, moi j'ai pas écouté tout ce que t'as dit. Est-ce que tu as cité Expédition? Mais il est déjà sorti, donc c'est pour ça que je l'ai pas cité. Ah mais il est dans la hype, on n'y a pas joué. Ouais. Moi, Il est sur BGA, par dans ma hype, mais je pense dans ma hype à essayer. Je suis pas sûr que c'est un jeu que j'achèterais ou je garderais, et je pense que mes filles s'en Ça vaut le lasseraient rapidement, mais j'aimerais bien l'essayer. Donc, Skyteam Aventurier du Rail, Art Project, t'en as parlé. L'extension de Cascadia sort. Ah, et moi, je suis j'aime pas... beaucoup Cascadia, donc voilà. Et Ancient Knowledge, et celui qui te manque, et que moi j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est Dorf Romantique. Ah bah oui, Dorf Romantique. Ouais. Et j'ai testé. On en a parlé tout à l'heure. J'ai déjà. testé la fin de la semaine dernière, j'ai testé le jeu vidéo dont est tiré le jeu. Et en fait, j'ai vachement accroché au jeu vidéo, qui est un jeu vidéo où tu pourrais presque jouer. D'ailleurs, il y a un mode un peu infini où tu peux jouer au jeu vidéo en mode infini, genre tu poses tes tuiles et tu continues juste pour faire un truc qui est vachement bien. Bon, ça m'a pas vraiment éclaté, mais le jeu vidéo, en gros, donc on te dit bah tu dois faire une forêt, il y a 1000 arbres, et puis les tuiles sortent, et du coup tu essayes de les connecter pour que ça matche, et en gros tu dois remplir des objectifs tant que tu as des tuiles. Donc tes tuiles s'épuisent, oui, okay. Et puis si à un moment bah, tu n'as plus de tuiles, et c'est le fait de gagner un objectif te donne des nouvelles tuiles. Donc il y a un moment, bah, tu essaies juste de faire le plus de points possible. Et en fait j'aime bien moi ce genre de jeu vidéo, où tu peux jouer 3 minutes, les parties elles s'auto-enregistrent en permanence, donc tu te connectes, tu poses 10 tuiles, ou alors des fois tu rentres dans le truc et puis toute la soirée t'es là, je vais essayer de faire ça. Moi j'aime beaucoup, c'est une sorte de SimCity moderne, c'est hyper beau. Et du coup le jeu vidéo m'a beaucoup plu, et du coup j'attends vraiment le jeu de société. Ouais, apparemment c'est assez addictif. Donc, et Sanafe dit qu'elle est pas du tout hypée par les Aventuriers du Rail.
Legacy. Bah moi, à la base, je serais pas, mais les avis ont l'air bons, puis j'aime bien les Legacy. Moi, j'ai adoré les pandémiques, donc... Moi, je serais pas hypé non plus par les Aventuriers du Rail Legacy. Déjà, parce que je suis pas un joueur de Legacy. Les Aventuriers du Rail, j'en ai soupé, on va dire. Mais effectivement, les avis sont très bons Ouais, et tout le monde dit que c'est quand même excellent. Donc, je me dis, tiens, ça peut être sympa. Et pour le coup, mes filles sont des fans des Aventuriers du Rail. J'aimerais bien qu'elles passent à autre chose. Je veux dire, elles savent jouer à plein d'autres jeux. Mais régulièrement, il y a un Aventurier du Rail qui ressort. Du coup, je me dis, tiens, peut-être qu'un nouveau Aventurier du Rail, un truc un peu revu et corrigé, ça peut être vraiment pas mal. Donc j'ai envie de l'essayer. C'est ça, voir les mécaniques qu'ils ont fait, comment ils ont créé ce Legacy. Le concours. Donc ce mois-ci, enfin le mois dernier, dans le dernier live, on proposait de gagner Trio. Donc on va procéder au tirage au sort de ce petit jeu d'ambiance qui est numéro 1 des ventes partout, qui fait le buzz partout, qui a gagné, je sais pas, plusieurs déjà. Je crois qu'il a gagné Flip. Je sais plus. Mais voilà, du coup, Trio, qui est un petit jeu d'ambiance où on va devoir confectionner des trios. Et la mécanique principale, c'est en fait, on va demander soit à soi-même, soit à un joueur, quelle est sa plus basse carte ou sa plus haute carte. Donc forcément, au départ, ça va plutôt être des plus petites cartes ou des grosses cartes. Ça va de 1 à 12. Et voilà, on va demander. Puis après, il y a côté mémoire, où il faut se rappeler que la personne, elle avait 1, l'autre, elle avait un 2. Donc ok, donc si je redemande, il faut que je redemande le 1 à cette personne-là, mais pas à l'autre, etc. Donc toujours demander le plus petit ou la plus haute carte. Très accessible. On peut y jouer avec tout le monde. C'est vrai que moi, maintenant, c'est le jeu que j'ai envie de sortir facilement. En fait, j'étais pas tant que ça les premières parties. Et finalement, quand j'ai des gens à la maison, je dis, allez, on fait un trio, quoi. Parce que c'est très simple et ça plaît à tout le monde. Eh bien, pendant que tu présentais, j'ai procédé au tirage au sort. Eh ben, ça, c'est une équipe de chaque. Ouais. Et c'est Anaïs. Anaïs qui gagne. Qui a déjà gagné, non? C'est vrai? Je sais plus. Non, peut-être pas. Non, je crois pas. Ce serait... Et ben voilà, félicitations. Donc Anaïs qui nous avait dit qu'elle n'avait pas accroché à Hearst, qu'elle trouvait trop fouillis. Ah oui. Et qu'elle lui quand même trouvait des qualités, mais c'est tout. Et qu'elle disait qu'elle était déjà un très bon petit jeu, parce que dans ta hype, tu en avais dit trop. Ouais. Donc, et ben félicitations voilà. Anaïs, du coup, nous procédons à l'envoi. Et donc voilà, et elle attend comme toi Planet No, Gang of Night et Next Station Tokyo. Un commentaire étoffé, qui mérite bien une victoire. Donc bravo bien. Anaïs. Anaïs, contacte-nous. Et donc le plus simple, c'est de venir sur Discord, mais on prend un message sur Facebook, sur un DM, sur Twitter, ou ce que tu veux. Évite peut-être Insta, parce qu'on n'est pas très fort sur Insta. Ouais. Mais voilà, tu nous t'enverrons contactes. Du coup la petite boîte de Trio. Exactement, à la vitesse de l'éclair, comme nous le faisons toujours. Voilà pour la partie jeu de société. On se fait parce que de toute façon, on a encore cramé notre temps. Bon salut, ça l'a fait, elle nous dit au revoir. Ah, elle y va. Ah, elle va rater la partie hors jeu, c'est dommage. Oui, donc allez, on l'a fait en mode 3 rapide, minutes, comme 3 d'habitude. minutes la partie hors jeu. Alors attends, parce que j'ai un ordre, j'ai préparé des trucs, donc je commence. Vas-y. Et je commence avec un livre. Je vous parle de La République du Crâne, qui est une BD, une grosse BD. Il y a un peu beaucoup de pages. J'ai mes notes. C'est gore comme celui de l'autre fois. Ouais. C'est pas du tout des BD enfants. Ouais, oui. Ouais, c'est gore. C'est un petit peu violent. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Hop, donc ce sont des BD adultes, effectivement, que j'ai tendance à présenter. Ah non, elle est encore là, ça l'a fait en fait. Donc c'est un scénario de Vincent Bruja, j'imagine, et un dessin de Ronan Toulouat. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient fait. Ah si, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait avant, mais pas de titres qui m'ont marqué, donc je les ai pas notés. L'histoire de la République du Crâne, en gros, c'est vachement bien. En gros, c'est un gros coup de cœur. Ça se situe. Autant que le château des animaux, la ferme du château. Ouais. Plus, ouais. C'est vrai que le mois dernier c'était déjà un gros coup de cœur, mais là c'est un gros coup de cœur. On est à la fin de l'ère des pirates dans les Caraïbes. Et en gros, on va avoir 2 bateaux pirates qui vont, en voulant attaquer un bateau, tomber sur un bateau où les esclaves qui étaient emmenés en Amérique se sont mutinés, et donc qui est contrôlé par les esclaves. Mais les esclaves ne savent pas naviguer, donc ils vont les prendre avec eux sur un pied d'égalité. Et voilà, et donc on va suivre leurs aventures. Dans un premier temps, ils veulent retourner à Nassau, qui, comme tout le monde le sait, c'est un peu la capitale des pirates. Et en fait, ils arrivent à Nassau, et Nassau est déjà tombé, puisque, comme je dis, c'est la fin de l'ère des pirates. Et du coup, ils doivent fuir, et ils décident d'aller créer une nouvelle république, en gros, une république des pirates, en Afrique.
Et donc ils se lancent dans cette aventure, et bien entendu, bon, ils vont sortir à des problèmes de mer, à des problèmes d'anglais qui les poursuivent, à des problèmes de cohabitation entre esclaves et entre pirates. Et puis le monde des pirates veut que normalement, voilà, c'est quasiment une république utopique. Les pirates, tout est collectif, tout est discuté, tout le monde est soit élu ou chose comme ça. Bien entendu, il y en a toujours qui veulent tirer leur épingle du jeu, donc ils sont confrontés un peu à tous ces problèmes-là. Et donc on va suivre cette histoire-là. Et on connaît les histoires de pirates et tout ça. On va retrouver les ingrédients d'histoire de pirates là-dedans, mais avec toute cette notion de recherche de la République idéale, tout un côté social qui est vraiment génial. Le tout est superbement illustré, l'histoire est prenante, c'est volumineux, hein, donc ils ont eu le temps de creuser la chose. C'est un gros coup de cœur, c'est vraiment, vraiment très bien. Je ne peux que vous conseiller ça. La République du Crâne, ça s'appelle. Et c'est chez Dargo. Foncez. Ok. Allez, à toi. Ben moi, je vais vous parler d'une série que j'ai vraiment bien accrochée, qui s'appelle Silo, qui est diffusée sur Apple TV. À la base, c'est issu d'un roman alors son nom, c'est Hugh Harvey. Howey, je sais pas, je suis nulle en anglais. Donc, Hugh Howey, qui a été, en fait, c'est un livre qui a été fait en 5 parties. Donc ça raconte l'histoire, en fait, c'est dans un futur post-apocalyptique, on va dire, un futur... on ne sait pas si c'est un futur proche ou pas, et pas loin de San Francisco, en tout cas, il y a eu un problème, l'air est devenu toxique, enfin, il y a eu un souci, et en fait, ils ont créé des silos. Et donc, il y a une communauté de 10 000 personnes qui vit comme ça, dans un silo de 140 étages, qui n'ont pas d'ascenseur, donc Pas d'ascenseur. Non. Les mecs, ils ont créé un truc de 140 étages, ils ont dit, tiens, on va faire un ascenseur. Mais non, parce que voilà, il n'y a pas toute la technologie qu'il faudrait. Ils enlèvent tout ce qui vient de l'ancien temps. Donc il y a des dirigeants là-dedans qui ont fait le choix. Donc tout ce qui vient de notre époque, en fait, sont des reliques. Ils sont interdits. Il n'y a pas le droit à tout ce qui est informatique. Il n'y a pas le droit à plein de choses. Les montres. Tout ce qui vient de notre époque à nous est éradié et surtout fliqué. Et dire, faut pas en posséder. Et donc ils ont créé toute une société comme ça, avec les bas, les moyens, les hauts, comme partout. Hein. Mais il y en a qui se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe dehors. Il y a une vitre où on voit du coup l'horreur dehors, etc. Ça commence comme ça, sur un couple, le shérif, qui, sa femme, décide de sortir. Elle dit « je veux sortir ». Et ça, c'est la phrase qu'il ne faut pas prononcer, parce que sinon, on est mis dehors. Et dehors, normalement, on ne peut pas respirer. Et donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dehors et pourquoi il y a ces silos qui ont été créés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un problème dehors? Etc. Et donc tout ça s'est mené et moi ça m'a vraiment tenu en haleine. Donc je dirais pas que c'est la meilleure série de tous les temps, mais honnêtement le casting, la façon dont ça a été tourné, etc. Enfin moi je suis restée accrochée dans cette série. L'actrice principale, elle est connue, c'est Rebecca Ferguson. Je sais pas si elle n'est pas productrice aussi de la série. Elle a fait Dune. C'est la mère dans Dune. Elle a joué dans The Greatest Showman aussi, qui est moi un de mes films préférés. Et voilà, donc si vous cherchez une petite série, donc ça reste... c'est un one-shot, une seule saison? Non, il y aura une saison 2. Et donc ça reste ça reste un peu de science-fiction, même si finalement il n'y a pas tant que ça de trucs futuristes. Finalement c'est plutôt, on a régressé. Mais ça reste une série science-fiction. Et franchement, moi je trouve qu'on est assez tenu en haleine. Et ça finit a priori sur le roman, enfin sur la première partie du roman. Et donc voir la suite, donc j'ai hâte moi d'avoir la saison. Et c'est sur Apple TV+. Ouais. Ok, très bien. Et je clôture. Moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Gentleman. Je connais pas. Qui est un film de... C'est exactement le point intéressant. Je ne connais pas. Parce que c'est un film de 2019, donc pas récent. Et c'est un film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est le réalisateur de Snatch et de Arnaque, Crime et Botanique, qui sont quand même de monuments du cinéma. Et moi, depuis que Guy Ritchie a fait ces films-là, je suis toujours à la recherche du prochain Guy Ritchie. Il a une patte, il a un truc, et j'ai toujours envie de retrouver ça. Et Guy Ritchie, il est un peu parti à Hollywood, et il a fait des trucs qui sont pas au niveau, on va dire, globalement. Mais à chaque fois qu'il en sort un, je me dis, je vais quand même aller voir des fois qu'il aurait un coup de génie et qu'il nous sortirait un Arnaque, Crime et Botanique. J'ai envie. Du coup, l'autre jour, j'ai découvert, comme ça, je sais pas comment, par hasard, que j'étais passé à côté de The Gentleman. On n'a jamais entendu parler. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder The Gentleman. Et c'est une bonne surprise. Alors,
On n'est pas au niveau d'un arc botanique ou d'un Snatch, mais on est quand même au-dessus des productions récentes de Guy Ritchie. Il y a quand même toujours ce rythme un peu décalé. Donc c'est avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, donc on a quand même un beau casting, et on va y voir un journaliste qui a décidé d'aller vendre des infos / faire chanter un parrain de la mafia dans les mafias pègres anglaises, là, l'univers qu'on retrouvait dans un crime botanique qui est très, très cher à Guy Ritchie, en lui montrant en fait qu'il connaît un peu tout son business et celui de ses concurrents. Et donc en gros il lui dit soit je te vends les infos sur tes concurrents, soit je te les vends, soit je vais vendre les tiennes à quelqu'un d'autre, quoi. Ça va pas forcément se révéler une bonne idée, bien entendu, et surtout on va s'apercevoir qu'en fait, comme dans tous les films de Guy Ritchie, tout le monde joue un peu double jeu comme dans cette histoire-là. Donc voilà, donc c'est encore une fois hyper bien réalisé. Il y a 2 arcs narratifs, puisque le journaliste, au fur et à mesure qu'il raconte ce qu'il sait au parrain de la mafia, en fait, c'est plein de flashbacks où on voit ce qu'il raconte. Et du coup, on découvre l'histoire au fur et à mesure qu'il la raconte, jusqu'à ce que le passé rattrape le présent. C'est une construction qu'on a déjà vue par ailleurs, mais qui marche très très bien et qui est toujours bien menée par Guy Ritchie. Donc voilà, si vous aimez Guy Ritchie, si vous avez aimé Snatch, si vous avez aimé Arnaque crime botanique et que vous voudrez bien voir ce qu'il fait depuis, vous pouvez regarder The Gentleman. C'est pas aussi bon, mais vous passerez quand même une très bonne soirée. C'est au-dessus de ce qu'on peut voir récemment, comme en général. Donc je vous conseille ça, The Gentleman. On nous dit que ça se prononce gay. Guy Ritchie, oui. Guy Ritchie. Ouais, c'est fort possible. Il est venu le temps de se dire au revoir, de clôturer cet épisode. Je vais essayer de faire une conclusion un peu correcte. Déjà, si vous êtes en train de nous regarder sur Twitch, on vous remercie et pensez à vous abonner à Twitch pour être prévenu des prochaines émissions qui ont lieu toujours à la même heure, le même jour, absolument pas. Donc, il vaut mieux être prévenu quand on est en live. C'est bien les alertes maintenant, ça fait hop, vous êtes en live, tac, et on clique. Mais il faut s'abonner. Ouais, donc, abonnez-vous. L'émission sera rediffusée sur YouTube et en podcast. Donc, vous pouvez également vous abonner, que ce soit sur YouTube et en podcast. On vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de commenter sur YouTube et de vous abonner pour gagner Trio. Non, Tell Me More. On change, Trio, c'est déjà gagné. Ouais, Trio est gagné. Hop, on fait plus gagner Trio, on fait gagner Tell Me More ce mois-ci. Donc, on attend vos commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre. Le meilleur endroit pour nous rejoindre, c'est Discord. On a soit un chat dédié sur le Discord du Passe-Temps, où il y a beaucoup de monde, donc vous pouvez nous trouver là-bas. On a un Discord dédié aussi, où on va sortir un peu du jeu de société, on parle de tout, séries, films et tout. Puis on cherche aussi nous des recos, donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez vu, pas aimé. Je sais pas si t'as un bandeau de conclu. J'ai si, mais on ne voit pas, alors je le mets après. On est aussi vraiment preneur de vos retours sur cette émission, sachant que comme on vous l'a teasé un petit peu, le format va quand même évoluer. Et mais voilà, horaire, date, si vous avez si vous pensez qu'il y a de meilleures dates, de meilleurs horaires, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci Mobs aussi à toi d'avoir suivi le live, ça l'a fait. Tous ceux qui ont commenté, Choudidi, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est toujours sympa comme ça quand dans le live on a un peu de monde et des retours de commentaires, ça le rend un petit peu vivant. Donc voilà, donc film, Twitter, Facebook, Insta, Discord et le site internet. On l'a présenté rapidement la dernière fois, une sorte de My Ludo mais étendu, bien entendu aux jeux de société mais aussi aux films, aux séries et aux livres. Donc on note, on donne son avis et on recommande aux autres. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et également, des fois on crée des articles, on a fait un article sur le Spiel, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez plus. On y publie également un petit peu d'articles dès qu'on a quelque chose à dire et le temps de le faire. Il y a Salafé qui nous conseille la série Diplomate sur Netflix, que je n'ai pas vue. Et moi, je l'ai vu passer et j'ai entendu du bien et du mal et ça m'a fait reculer. Il y a des gens, je sais qu'elle plaît beaucoup à certains également. Donc pourquoi pas. Donc voilà, retrouvez-nous sur tout ça, abonnez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une émission qui sera peu ou prou sur ce format-là. Ouais. Toujours dans ce décor-là et tout, avant qu'il y ait des changements. C'est ça. Bonnes vacances à vous si vous partez en vacances au été. mois d'août. On se retrouve fin août. Bonnes vacances, c'est stéréo. Enfin, moi je pars en vacances personnellement. Et à la prochaine. Salut.